Bonjour à tous, je suis Mickaël Raymond, entrepreneur et auteur de fiction, et je vous souhaite la bienvenue dans Double Vie, un podcast qui tend le micro aux voix de l'imaginaire. Et justement, aujourd'hui, on est là pour papoter avec Floriane Soulas. Floriane est scientifique, spécialisée dans le génie mécanique, l'aéronautique aussi, et aujourd'hui, c'est aussi une autrice prolifique, une figure montante des littératures de l'imaginaire. Elle vient nous parler de son parcours, de sa vision de la création et de ses textes. Bonjour Floriane, bienvenue. Bonjour, merci. Merci beaucoup d'être là, sachant que ce qu'il faut savoir, c'est que on se parle là en ce moment, juste après la folie des Imaginales. Donc tout le monde était super heureux de s'y retrouver, après la Néof de 2020, c'était l'effervescence, et toi t'étais sur tous les fronts. T'étais aux dédicaces de table ronde, t'étais le coup de cœur des Imaginales 2020 et 2021 du coup, puisque voilà, c'était un peu particulier l'année dernière, que ça a été un peu supprimé. Et en prime, tu sors tout juste ton nouveau roman, dont on va parler, les Oubliés de Lama. Donc alors, j'ai une première question. Est-ce que ça va? T'arrives à te remettre de la tornade d'interactions et de ces 4 jours de festival? Écoute, je suis repartie des Imaginaires avec le cadeau annuel. J'étais malade en repartant. Et ouais, c'est vrai que ça a été hyper intense. J'ai l'impression que tout le monde m'a vu courir dans un sens ou dans l'autre à un moment du festival. Et que moi, j'ai pu croiser personne. Enfin, vraiment, si je passais beaucoup de temps à dire je suis en retard, mais merci. Et ouais, c'était un peu... Bon, je pense qu'en fait, c'était vraiment incroyable. C'était 4 jours où j'ai été inondée d'amour et de bonnes choses. C'était super, quoi. Je pense que ça a été plus difficile que pour les autres années, dans le sens où, comme le festival a été éclaté sur plusieurs sites, il y avait, je crois, 1,6 km d'un point extrême à l'autre. Et j'ai passé beaucoup de temps à trottiner, quoi, d'un endroit à l'autre. Alors que d'habitude, tout est sur place et du coup, c'est un peu moins fatigant. Mais bon, du coup, j'avais vachement moins de scrupules à bien manger le midi et le soir au resto, quoi. Sachant que j'allais courir d'un bout à l'autre. Ouais. Et ouais, après, c'est fou, parce que ça a duré 4 jours et le dimanche, quand je me suis levée, j'avais l'impression que ça faisait 2 semaines qu'on était là et en même temps qu'on avait commencé la veille. C'est une espèce de petite parenthèse hors du temps, là. Ouais. Ouais, c'était incroyable, c'était super. J'avais dit que j'achèterais pas de livre, je suis revenue avec 2 tote bags pleins. Qui peut me jeter la pierre, en fait? Qui peut me jeter la pierre? Pas moi, j'ai rempli ma valise aussi, voilà, ça pesait 2 tonnes, bon, quand je suis revenu, donc moi, oui. J'avais fait exprès de prendre un tout petit sac en me disant, non mais comme ça, t'as pas d'excuses, tu peux pas ramener, t'as pas de place et tout ça. Parce que du coup, on m'a offert des tote bags que j'ai pu remplir allègrement. Donc bon, voilà. Oui, je vois. Le destin, c'est la vie, trouve toujours un chemin, hein. Je vois ce que c'est. Bon, ça fait de la lecture, en tout cas, pour les semaines qui viennent, donc ça, c'est cool. Ouais. J'aime bien parler avec les autrices, avec les auteurs de leur début dans l'écriture, parce que c'est souvent le moment, tu vois, d'un déclic, quelque chose qui se passe. Donc toi, t'es scientifique, t'as un doctorat de génie mécanique. Comment tu es venu à écrire? Comment tu es arrivé là? Alors moi, je dis souvent que je suis vraiment très ennuyante comme personne, mais j'ai toujours su que je voulais écrire des livres. C'est vraiment depuis que je suis petite, j'ai une passion pour l'objet du livre, pour les histoires, aussi parce que j'ai ce truc de toujours me rappeler des rêves que je fais. Et du coup, j'ai toujours plein d'histoires bizarres dans la tête. Et j'avais essayé d'écrire quand j'étais au lycée ou un truc comme ça, mais j'avais très vite arrêté parce que je me sentais pas le bagage émotionnel, de vie. En fait, j'avais l'impression que j'avais rien vécu, donc j'avais rien à dire. C'est pour ça que j'ai beaucoup de respect pour les gens qui sont publiés très tôt, qui ont vécu des choses, en fait. Je pense qu'on peut pas écrire si on n'a rien vécu, quoi. Et qui ont vécu des choses et qui ont réussi très jeunes à mettre ça en mots, quoi. Mais moi, j'avais l'impression que j'avais pas vécu, parce que j'ai eu une enfance très heureuse et qu'il m'est rien arrivé de dramatique. Et du coup, je me dis c'est pas grave. Un jour je me suis redit un jour j'écrirai des livres, un jour j'écrirai des livres. Et en fait, c'est marrant que t'en as parlé, mais en fait ça s'est déclenché pendant ma thèse. Et c'est une anecdote que j'ai déjà racontée, mais en fait c'était vraiment comme ça. En fait, donc j'ai commencé ma thèse en 2013. Et l'année 2013, un matin, en fait, moi, j'arrivais très tôt le matin. Je travaille beaucoup mieux le matin. Donc, généralement, j'arrivais vers 7h30. Et parce que je savais que j'étais tranquille jusqu'à 9h30, voire 10h, des fois. Et je me rappelle très bien de ce moment, c'est que je suis assise à mon bureau, toute seule. Et j'ai une espèce de, lumière divine qui me tombe sur la tête comme ça, là, waouh! Et qui me dit, et je me dis, en fait, si je me mets pas à écrire maintenant et si je le fais pas, en fait, si je me bouge pas les fesses maintenant, là, ça n'arrivera jamais. Et personne ne le fera pour moi. Et vraiment, s'il y a bien un truc que personne ne fera pour toi, c'est d'écrire pour toi. Et je me dis, mais en fait, si je ne m'y mets pas maintenant, je réaliserai jamais ce rêve. Et ça veut dire que je réaliserai jamais le rêve de ma vie. Qu'est-ce que je fais? Et du coup, j'ai commencé à chercher tous les appels à texte que j'ai trouvés.
Et j'ai écrit des dizaines de nouvelles pendant des mois. À chaque fois que je voyais un appel à texte, mais peu importe ce que c'était, hein, j'écrivais des textes parce que en fait, je savais pas ce que je voulais écrire, je savais pas ce que je savais écrire ou pas, quelles étaient les choses qui me plaisaient, quoi. Et au final, c'est comme ça que j'ai découvert le steampunk. Mmh. Et voilà. Et donc j'ai dû commencer en septembre ou un truc comme ça. Et en mars, je crois. Je sais plus quand c'était, Geekopolis, en 2015, ou 2014 ou 2015. Non, c'était 2013 ou 2014. Bon, par là. J'ai eu ma première nouvelle qui a eu un prix. Et c'est une nouvelle steampunk. Et voilà. Après, à ce moment-là, la machine s'est enclenchée et j'ai compris en fait ce que j'avais envie d'écrire, ce que je savais, ce que j'aimais bien écrire, comment on dit, les genres qui me parlaient, quoi. Et les choses que j'arrivais pas à faire. Donc, par exemple, la fantasy. L'heroic fantasy, je sais pas du tout faire. Okay. Et du coup, voilà, je me suis mis à écrire comme ça. Et je crois, quelques temps après, j'ai commencé au bout d'un moment, j'ai publié plusieurs nouvelles comme ça. Puis je crois que 6 mois ou 8 mois après, je me suis dit bon, en fait, c'est bon. J'ai envie d'écrire là. Je me sens d'écrire un roman, quoi. Et j'ai commencé à écrire Brouillon. C'était, oui, j'ai ta page là sous les yeux. C'est peut-être Promenade nocturne, non, ta première nouvelle que c'était pas celle. Ouais, c'était celle-là. Ok, d'accord. Je suis très nulle pour les titres. Et du coup, tu disais que voilà, t'avais le sentiment qu'il fallait du vécu pour pouvoir écrire, qu'il fallait avoir vécu quelque chose. Est-ce que tu penses que d'écrire de l'imaginaire, ça aide à se décaler de ça, ou est-ce que finalement tu dois quand même mettre ton vécu dans l'imaginaire et que finalement c'est juste un habillage en fait. Non, je pense qu'en fait, peu importe les genres dans lesquels on écrit, on met forcément des choses de nous dans nos textes, quoi. Donc je pense qu'en fait le genre, alors écrire de la SF ou de la fantasy et tout, c'est une façon d'interroger le présent d'une façon très marquée et très ciblée, de dire regardez, je vous pointe un truc que vous avez sous les yeux mais que vous voyez plus, mais comme je vous le décale dans un autre environnement, vous allez le remarquer maintenant. Mais en fait, je pense qu'il y a plein de choses qu'on peut faire même en non-fiction entre guillemets, ou en littérature contemporaine, hein. On met forcément des choses de nous, donc mais je pense que c'est plus flagrant. Enfin, l'habillage est plus flagrant, en science-fiction, en choses comme ça, parce que vraiment ça décale le sujet et ça met vraiment en évidence des choses qui nous paraissent complètement, enfin, on s'en rend même plus compte, quoi. Je trouve que c'est plus facile pour nous. Moi, en tout cas, j'ai essayé d'écrire de la littérature contemporaine et déjà, on torture pas de personne, on tue personne, c'est beaucoup moins intéressant, quoi. Beaucoup moins de choses à dire. Mais peut-être que ça viendra, hein, franchement. Il y en a qui le font, hein. Je pense à Manon Fargeton, je pense à Justine Yogret aussi, qui a fait un récit, alors, je dirais pas autobiographique, mais presque, qui est incroyable, hyper dur, et on retrouve en fait déjà sa façon d'écrire qu'elle utilisait en fantasy, hein. C'est hyper percutant. Mais bon, pour l'instant, je trouve que je me sens plus à l'aise dans ces univers-là parce que j'en ai lu beaucoup et que je trouve que c'est réconfortant aussi d'aller dans des univers qu'on connaît pas. Parce que si on était confronté de façon permanente au quotidien, on deviendrait tous fous si on n'avait pas ces portes de sortie-là. Oui. Puis j'ai l'impression aussi que quand tu écris un peu de contemporain, enfin moi c'est le sentiment que j'ai, c'est que je m'ennuie un peu, quoi. J'ai envie, ce qui me manque, c'est la liberté de pouvoir mettre un grain de folie et de dire bon là je pars, je me laisse aller et je pars complètement ailleurs. Mais ouais, je pense qu'il faut pas qu'on oublie qu'on écrit des histoires pour divertir aussi. Alors, il y a des histoires qui sont écrites pour dénoncer, pour raconter, pour libérer la parole, et c'est hyper important de le faire. Mais à la base, on écrit des histoires pour passer un bon moment et pour faire rêver les gens, quoi. Donc c'est sûr que, moi, ça me choque pas du tout quand tu dis que tu préfères lire du genre plutôt que du contemporain pour t'échapper. Sinon, t'imagines comment on s'ennuierait, franchement, si on était condamné à vivre les trucs, les lire tout le temps, les voir au cinéma tout le temps. Enfin, genre, si on était vraiment en train de macérer dans notre quotidien, ce serait l'enfer. Ok, non mais je vois bien ce que tu veux dire. Donc toi t'as commencé par la nouvelle du coup, et Rouille, tu l'as écrit comment? T'avais déjà publié pas mal de nouvelles, ou c'est arrivé finalement assez vite après Promenade nocturne? Je crois que j'ai publié 2 ou 3 nouvelles après. J'ai publié des nouvelles. Alors j'ai republié une nouvelle steampunk. Après, j'ai publié une nouvelle d'horreur. Enfin, j'ai publié 2-3 trucs comme ça.
Et puis pareil, un jour j'ai eu une révélation divine en festival. Et j'étais en train d'écouter une conférence sur le steampunk avec Arthur Morgan. Et j'étais pas du tout d'accord avec ce qu'il disait. Et du coup j'ai arrêté d'écouter la conférence et je me suis mis à divaguer. Je me suis dit en fait j'écoutais pas vraiment, mais j'entendais quoi. Ça parlait de steampunk. Vraiment c'était un univers que j'avais découvert, que je trouvais pas passionnant, très beau parce que c'est une esthétique qui est incroyable quoi. Et je me suis dit, et en fait j'ai eu cette idée, je me dis mais ce serait marrant, j'ai eu cette image d'une gamine qui arrive des Indes à Paris et qui sait pas pourquoi elle est là. Au début je voulais parler des colonies, je voulais vraiment être beaucoup plus centré sur l'Inde parce que je trouvais que c'était intéressant. Et en fait j'ai laissé ce truc là un peu macérer encore dans son coin quoi. Et tout s'est déclenché quand j'ai lu comment il s'appelle, American Face de Thomas Géa et Anne Fakouri. Okay. Et pareil, tu sais, la lumière divine sur ma tête comme ça, et qui m'a dit, je l'ai fermé, j'ai fait, oh mon Dieu, mais moi aussi je vais écrire des livres comme ça, c'est incroyable, allons-y quoi. Et en fait, je me suis remis, j'avais réfléchi un peu, je pense, en tâche de fond à cette histoire de violente en fait, qui arrivait des Indes et à Paris et qui savait pas ce qu'elle foutait là quoi. Et j'ai commencé à écrire le synopsis tout de suite après, je crois. J'ai fermé le livre, je l'ai mis dans ma bibliothèque et j'ai commencé à écrire. Et voilà, et après j'ai passé je crois un mois parce que c'était la première fois que j'écrivais un roman. Et moi ma grande hantise c'était de pas réussir à arriver au bout. Ouais. C'est de pas réussir à, tu vois, c'est deux temporalités très différentes, la nouvelle et le roman. Et j'avais peur que, en fait, moi quand j'écris des nouvelles, je fais aucune préparation. Et en fait, je me pose pas beaucoup de questions, genre je sais où je pars et où j'arrive. Et après, advienne que pourra au milieu, tant que j'arrive à ce que j'ai prévu, quoi. À ma chute, parce que moi j'aime les nouvelles à chute, donc j'ai une chute et après, voilà, on verra comment ça se passe, mais normalement on doit arriver à la chute et puis on verra. Et là, je me dis, si je fais ça pour un roman, j'arriverai jamais au bout. Oui. Je pense que c'est un sorte de marathon, ça me paraissait, mais ahurissant cette histoire, mais je ne suis jamais arrivé. Et du coup, c'était un an après ma première nouvelle publiée, je pense. Et parce que c'est juste quand j'ai fini ma thèse, donc. Et du coup, j'ai passé un mois à chercher des méthodes en fait pour dérouler un fil rouge qui me permettrait de tenir le cap quoi qu'il arrive, tu vois. Alors, et du coup, j'avais utilisé la méthode Flocon. Que j'avais découvert à l'époque sur des blogs et tout ça. Et du coup, j'ai passé un mois à vraiment développer un synopsis et tout pour me dire que si jamais je me paume, j'ai toujours une phase de ligne de vie qui me ramène. Et à l'époque, j'avais testé aussi la méthode de J.K. Rowling là, de Harry Potter, qui en fait avait des tableaux avec les numéros de chapitres, le point de vue, tu sais ce qui se passe dans la scène, ce que font les autres pendant ce temps-là, tu vois, des trucs hyper détaillés que j'ai jamais refait après d'ailleurs, mais qui m'a beaucoup aidé sur le coup. Où je trouvais que ça me donnait un cadre un peu, alors même si je faisais des détours autour de des événements que j'avais prévus quoi, et que je pense que tout le monde vit ce moment-là quand on écrit tes personnages font autre chose et tu ne l'avais pas prévu et c'est la catastrophe quoi. J'avais quand même ce truc un peu rassurant de me dire mais je sais où je vais, j'ai des grands jalons au moins, il faut que j'arrive à passer ces scènes-là et ces moments-là et tout ça. Et j'ai écrit comme ça et après quand j'ai fait la correction ça m'a fait beaucoup rire parce que j'ai remarqué, et ça me le fait souvent pour mes romans, en tout cas ça me l'a fait pour les deux premiers, que toutes les scènes que j'avais imaginé au tout début du roman pendant la construction ont toutes disparu des romans. Voilà. Mais toutes mes premières idées finissent par sauter. Et je me dis c'est marrant, comme quoi on dit souvent les premières idées sont pas les meilleures. Mais elles sont nécessaires au processus, tu vois. Et du coup j'avais tout enlevé. Mais c'est bien que tu aies réussi à pas t'accrocher à ces idées, parce que moi aussi, quand j'arrive parfois, je m'accroche, là je galère un peu dans le roman que j'écris et je m'accroche à des idées cool que j'ai eues au début, qui étaient le point de départ de l'histoire, et à un moment je me dis non, va falloir la couper celle-là parce que ça rentre pas, c'est plus le sujet. Ah ouais, quoi. Ça après, on a l'impression qu'on te coupe un brin. Hein. Moi j'ai eu de la chance dans le sens où j'ai dû faire passer ça dans Rouille tout de suite. Donc il y avait mes idées à moi, genre par exemple une des premières idées que j'avais, c'est que je voulais absolument que Violante rencontre Alfred de Musset. Parce que j'adore Alfred de Musset. Je me dis, c'était trop cool qu'ils se rencontrent à une soirée, qu'elle ne sache pas qui il est, qu'il ne sache pas qui elle est, et qu'ils s'échangent des vers de poésie, et que ce serait trop cool, tu vois. J'ai écrit cette scène, hein. Et en l'écrivant, je me suis dit, elle a rien à foutre. Moi, je vais la dire, mais bon, je vais l'écrire quand même. Et en faisant la correction, en fait, j'avais une bêta lectrice qui était super, et j'avais un personnage que j'adorais, qui s'appelait Gisèle, qui vivait dans la foire, et qui était voyante. Et à un moment, et j'adorais ce personnage, vraiment. J'adorais ce personnage. Et ma bêta me dit mais à quoi il sert ? À quoi il sert ? Et là je me suis dit mais en fait je l'aime bien. C'est à ça qu'il sert, c'est que je l'aime bien.
Voilà. Et du coup, je me suis dit, mais c'est vrai que c'est peut-être pas la bonne réponse pour garder un personnage, juste de dire, ben, je l'aime bien. Mais, et que fondamentalement, il apportait rien au récit, tu vois, et à l'histoire et à l'intrigue. Et du coup, j'ai dû la sacrifier. Donc, je l'ai retirée de l'histoire. Oh, c'était horrible. J'avais l'impression qu'on m'avait arraché un bras. C'était l'enfer. Mais en vrai, je savais, hein, j'étais tout à fait confiante que c'était vraiment la meilleure chose à faire pour le récit. Mais j'avais vraiment l'impression qu'on m'avait arraché tous les ongles, qu'on m'avait torturé. Mais au final, comme je l'ai fait dès mon premier roman, et ben derrière, tu vois, j'ai beaucoup moins eu de scrupules. Je me dis bon, bah c'est pas grave. Je peut-être réutiliserai ce personnage-là dans une autre histoire un jour, on verra. Ça m'a moins. La première fois a été dure, puis après, bon, de toute façon, on sait qu'on l'a déjà fait, on a survécu, on n'est pas mort, donc on peut le refaire, quoi. Ok, bah c'est intéressant. En tout cas, d'apprendre très vite le sacrifice de personnages. Mais comme le disait Stephen King, your darlings, hein. Oui. Et c'est ça, hein. Ouais, en fait, je pense que c'est ça l'importance d'avoir un bon bêta, tu vois, qui a pas cet affect qu'on a nous quand on a vraiment la tête dans le guidon, qu'on est tout le temps dedans, qu'on vit avec nos personnages et qui alors faut trouver des bons bêtas, hein, mais qui a vraiment à cœur de faire en sorte que tu fasses le meilleur texte que tu peux. Et qui te dit pas des choses par méchanceté ou par avec une mauvaise intention, mais juste parce que vraiment objectivement il voit des choses que toi tu vois plus, quoi. Et qu'il est là pour t'aider. En fait, ils sont là pour nous aider. Et du coup de me dire c'était bien parce qu'elle l'avait bien amené. Elle m'a pas dit mais ton personnage il sert à rien, genre vire-le. Elle m'a demandé, elle m'a forcé, elle m'a mis un peu de mon nez dans mes erreurs, tu vois. Elle m'a dit mais à quoi sert ce personnage? Vraiment, pourquoi ce personnage est là pour toi profondément? J'étais là genre oui c'est vrai, bon d'accord, j'avoue. je l'aime, oui d'accord, qu'est-ce que tu vas faire? Et là elle m'a dit tu l'enlèves. J'étais là genre quoi? Mais après en vrai c'est vraiment la bonne chose à faire. Ce qui m'a intéressé, alors sur Rouille, ce qui est intéressant, c'est que tu as gagné des prix, dont le prix des lycéens aux Imaginales, je crois, oui, ça. Et tu disais, aux Imaginales cette année, que tu avais eu des remarques, parce que ça parle donc Violante est une prostituée, et tu avais eu des remarques, tu vois, d'adultes disant voilà, c'est gênant, il y a une prostituée, enfin ça tourne autour d'une prostituée dans cette histoire, alors que les lycéens t'ont jamais fait cette remarque, et c'était carrément un non-sujet. Ah ouais, un non-sujet, totalement. Et ça m'a intéressé parce que je me suis dit mais pourquoi j'ai l'impression que finalement les lycéens, les jeunes, ils veulent qu'on leur parle des sujets de société, des sujets, tu vois, t'abordes la domination masculine, etc. Et ils ont envie d'entendre parler de ça. Et est-ce que on censure, on leur censure ce qu'on leur donne, j'ai l'impression. Je pense que surtout on mésestime ou on sous-estime beaucoup ce que les jeunes savent. Parce que on n'a pas grandi de la même façon. Enfin, je pense que mes parents, ils sont pas grandis avec Internet. Enfin, ils ont découvert ça sur le tard. Je pense qu'ils se rendent pas compte de la quantité d'informations auxquelles les jeunes ont accès et la manière dont ils la traitent sur. Parce qu'en fait, je voyais moi avec ma cousine par exemple qui a 17 ans. Elle est beaucoup plus en avance sur plein de sujets de société que moi j'étais à son âge. Mais parce qu'elle a eu accès à tout ça, qu'elle a grandi avec ça et du coup, moi la prostitution, j'ai découvert ça. Je sais pas, jeune adulte. Enfin, je veux dire, mes parents ne parlaient jamais de prostitution. Et là, eux, ils ont accès à ça, ils ont accès à plein de choses que nous, on n'avait pas. Et du coup, ils ont vachement de recul et ils ont envie de savoir. Je pense qu'ils ont vraiment un désir de comprendre le monde et de pas fermer les yeux comme d'autres générations ont pu le faire avant, quoi. Et par contre, et en plus, ils adorent les trucs trash. Et ils sont encore plus trash que nous, parce que moi, je me rappelle qu'au prix des lycéens, ils m'ont fait j'ai eu droit avec toutes les classes qui ont participé, ils m'ont fait un cahier. Et ils ont fait des collages, des dessins, ils ont écrit des choses quand ils ont travaillé sur le roman. Et à la fin, ils ont écrit une fin alternative de Rouille. Mais c'était affreux. J'étais choquée. Genre, en fait, Violente. Moi, je me suis dit, ah oui, ils vont me faire une fin alternative où Jules et Violente vont finir ensemble et genre, ça va être tout mignon. Ah, pas du tout. En fait, alors ça spoil un peu, mais le méchant est pas mort, il la récupère, il la zigouille et Violente meurt. Dans une scène atroce, en plus, j'étais là, genre, pardon? Alors, bon, vous avez le droit d'être trash, mais peut-être pas plus que moi, quand même, hein. Et vraiment, ils avaient prévu une fin horrible à mon personnage. Ils me l'ont torturé, défiguré, tué. J'ai été choquée.
Mais ça m'a fait rire parce que je me suis dit, bon, bah, en fait, moi qui avais peur de les traumatiser avec mes histoires de drogue humaine, d'enfants morts, de chiots morts, de gens défigurés, là, moi, en fait, j'étais très très loin du compte, tu vois. Ils ont vraiment pas peur, quoi. Ouais, mais c'est assez marrant ce que tu racontes sur les jeunes. Et finalement, j'ai échangé avec mon fils qui disait, qui a un peu plus de 20 ans, et qui me disait, on parlait de politique, et puis il me dit, non, mais tu penses vraiment que ça va se passer comme ça? Mais t'es très naïf. Et je me suis dit, oh, ouais, j'ai envie d'y croire, mais c'est vrai qu'il a raison, ça se passera pas comme ça. Donc, c'est assez marrant le recul, effectivement, qu'ont les jeunes aujourd'hui. Après, je pense que c'est normal que les parents veulent pas voir que leurs enfants grandissent trop vite ou qu'ils ont accès à ce genre de choses. Enfin, tu sais, on a envie de croire que nos enfants, ils sont purs et innocents et que, bien sûr que non, ils sont pas au courant des choses affreuses qu'il y a dans le monde, quoi. En fait, si, ils sont très au courant. Ouais, ils sont déjà un peu désabusés par certains côtés, mais bon, voilà, ils sont aussi peut-être plus sensibles à l'écologie, à un certain nombre de problèmes. Donc ouais, c'est intéressant cette affaire de génération. Ouais, donc t'as fait un super début avec Rouille, avec ton roman, donc avec des prix, etc. Et ensuite t'as enchaîné rapidement avec Les Noces de la Renarde, donc dans un genre complètement différent en fait. Là tu pars au Japon, tu revois le folklore, les mythologies japonaises autour des yokai, etc. Donc les créatures mythologiques. Qu'est-ce qui a déclenché ça en fait? T'es passionné de Japon? Comment t'en es arrivé à écrire ça? Ouais. Et ben en fait c'est mon papa, encore une fois, qui était un grand fan de culture asiatique, qui avait fait beaucoup d'arts martiaux dans sa jeunesse, qui avait fait du kendo, qui avait repris kendo. Moi j'ai fait du kendo aussi avec ma sœur. Enfin, on avait cette habitude de regarder beaucoup de vieux films. Puis après nous on a grandi avec les Ghibli aussi, donc on lisait beaucoup de mangas. Enfin, vraiment on avait cette culture qui nous rapprochait vraiment tous les trois. Et quelques années avant, en 2013, je suis partie en Corée. Et je suis vraiment tombée amoureuse de ce pays. C'est un pays qui est incroyable. Je pensais que j'allais trouver ça sympa parce que j'étais plus japonisante que coréanisante, quoi. Et au final, vraiment, j'ai trouvé ça incroyable. La Corée, c'était incroyable. Et en fait, ça faisait super longtemps que j'avais entendu parler donc de la légende qu'il y a autour du roman, donc Les Noces de la Renarde. La légende, c'est Les Noces de la Renarde. Et ça faisait genre 10 ans que je me disais jamais ça dans un coin de ma tête en me disant ce serait hyper cool d'écrire un roman dont le titre serait Les Noces de la Renarde. Et moi qui suis nulle pour trouver des titres, je me suis dit, je tiens un super titre. J'ai pas d'histoire, mais j'ai un super titre. Et en fait, c'est en faisant les corrections de Rouille. Pareil, petite lumière divine. J'étais en train de faire les corrections, là, tout d'un coup, toute l'histoire des noces s'est déroulée d'un coup dans ma tête. J'étais genre, oh mon Dieu, ça y est, c'est maintenant. Oui. Et après, je me suis dit, ouais, mais en fait, si j'arrête de corriger pour écrire, je finirai jamais de corriger et ça va être la catastrophe. Et du coup, j'ai fait c'est pas grave. Et en fait, j'ai pris, je crois, 4-5 jours, ouais, une semaine, quoi. Et j'ai laissé de côté les corrections et j'ai juste écrit le synopsis. Donc, j'ai écrit genre 20 pages hyper détaillées j'avais déjà les temporalités, les alternances et machin. Vraiment, j'avais toute l'histoire, il y avait rien à faire. Et j'ai écrit le synopsis. Je l'ai mis de côté et j'avais fini de corriger Rouille. Après, j'ai fait mes envois aux éditeurs et tout. Et je crois que ça devait être en septembre de la même année. Et ben, j'ai commencé à écrire Les Noces à ce moment-là. Et ouais, je pense que c'est un peu la somme de toutes ces choses-là avec lesquelles j'ai baigné, de culture japonisante, d'expos, de films, d'ambiance, d'être allée en Corée. Ma sœur était partie vivre là-bas à ce moment-là, donc du coup j'ai fini d'écrire le roman. Après j'y suis allée au Japon. C'était vraiment chouette. Et ouais, je pense que c'est une espèce d'hommage à toute cette culture-là dans laquelle j'ai grandi. Sans m'en rendre compte un peu, ouais, vraiment sans m'en rendre compte, tu vois, juste c'était là, quoi. Et qui est vraiment hyper passionnant. Je trouve que j'avais une vraie volonté, en tout cas pour Les Noces, de faire un livre qui soit accessible pour tous, pour qu'on puisse découvrir un peu ce folklore-là, quoi. Un peu comme moi je l'avais découvert. Et voilà, que ceux qui connaissent déjà bien, ils retrouvent des choses qu'ils connaissent et découvrent de nouvelles choses, et ceux qui connaissent pas du tout puissent mettre un pied dedans sans que ce soit trop brutal, et qu'ils puissent avoir un aperçu un peu de tout ce qui se passe, parce que pour nous occidentaux c'est vraiment une culture qui est trop différente de nous, et je trouve ça hyper intéressant. Nous on est très on est très christianisés en fait. On a des concepts très forts dans les contes, tu vois, même dans les contes il y a des morales,
C'est vraiment très carré, quoi. Il y a une façon de faire très occidentale. Et eux, chez eux, c'est très différent. Toutes les créatures peuvent être bienveillantes ou malveillantes. Enfin, il n'y a pas de rôle fixe, le bien, le mal, les gentils, les méchants, quoi. Et ça, je trouve que c'est hyper intéressant parce que ça, il y a une espèce d'ambivalence qui, au final, est très représentative de la société asiatique de manière générale. Et c'est vraiment une autre façon d'appréhender les monstres, les créatures. Il y a pas de morale aussi, c'est quand même plus sympa, quoi. Et voilà, j'avais envie de faire découvrir ce truc-là aux gens et de leur donner envie de découvrir ces pays-là et de s'intéresser. S'il y a une personne derrière qui allait faire une recherche sur un truc du Japon, j'ai réussi à mon pari, quoi. Et voilà, j'ai l'impression que ça a bien marché. Le livre se vend, enfin, en tout cas, j'ai toujours des bons retours dessus. Les gens ont l'air contents, ils me disent qu'ils ont appris des choses. Donc, la première fois, moi, j'ai été confronté à cette histoire, une histoire de renard à 9 queues. C'était dans Lovecraft Country récemment. Je sais pas si tu as vu cette série, mais j'ai lu le livre. Ah oui. Il doit pas être exactement comme la série, mais qui est très bien. J'ai pour projet de le lire parce qu'effectivement la série est très bien et donc je pense que le livre doit être top. Et le renard à 9 queues est un peu trash dans la série, j'imagine dans le livre aussi, donc. Après, c'était facile. Enfin, je voulais que les gens puissent. Enfin, je pense que le renard à 9 queues, c'est une des créatures les plus, qu'on connaît le mieux en tout cas en France et dans nos pays occidentalisés, quoi. Parce qu'il y a une Naruto qui est passé par là quand même. Mais en fait, c'est marrant de se dire qu'à la base, le renard à 9 queues est coréen. Et c'est une entité qui a transcendé la Chine, qui s'est beaucoup implantée en Corée et qui après est passée au Japon. Et alors que les gens sont persuadés que c'est japonais, alors que pas du tout. Mais bon, voilà, c'était une façon aussi de pas perdre trop les gens et de leur dire, bon, en fait, a priori, dans ma génération, la génération d'avant ou celle d'après, là, t'as pas pu passer un moment à travers Naruto, quoi. T'as forcément vu quelque part un moment son renard à 9 queues. Donc ça leur fait un espèce de point d'accroche pour ceux qui connaissent pas, tu vois, ils ont déjà entendu parler des kitsune, c'est probablement, je pense, le yokai le plus connu en dehors du Japon, quoi, alors qu'il y en a plein, il y en a tellement qui sont super cool, mais du coup c'est une façon de leur dire on est quand même en terrain connu, genre ne paniquez pas, ça va bien se passer. Et du coup, est-ce que tu as eu l'occasion d'aller au Japon? Oui, j'y suis allée j'y suis allée en 2018. Juste après avoir fini d'écrire le roman. Cool. En fait, j'étais en train de faire les corrections et je suis partie un mois avec ma sœur qui habitait là-bas. On a fait un grand road trip au Japon pendant 4 semaines. Là. C'était incroyable. Vraiment, c'était super. On a fait tous les endroits du roman pour vérifier que j'avais bien écrit les bonnes choses. J'avais très peur que ce soit pas possible de se perdre à Inaritisha, par exemple, dans le grand temple de Kyoto. Et si, nous, on s'est perdu. On s'est trouvé du mauvais versant de la montagne. Je sais même pas comment on a fait. On est descendu du mauvais côté. Donc, c'était possible de se perdre. Et c'était très marrant parce que j'avais l'impression de revenir dans des endroits que je connaissais, vu que je les avais écrits. Alors moi, j'étais jamais allée. Tout sur recherche, t'avais fait tout. Ouais, tout sur recherche. J'avais appelé ma sœur parce que ma mère et mon père y étaient allés avant moi, donc j'ai dit si vous y allez, envoyez-moi des photos pour que je vois comment c'est. Ils sont allés à Kyoto, ils ont fait plein de trucs et tout. Mais j'avais l'impression que j'avais tellement baigné dans cet univers-là qu'en fait je connaissais. Enfin, j'ai pas eu tant de recherche que ça à faire, quoi. Mais ouais, c'était vraiment étrange comme sensation d'avoir l'impression de revenir dans un endroit que tu connais, alors qu'en fait tu y es jamais allé. C'est vraiment étrange, ouais. Mais c'était chouette. Bon, cool. Mais ma fille aussi a envie de rêve. Voilà, je pense qu'il y a une génération qui rêve d'aller en Corée, Japon, voilà, découvrir l'Asie. Il faut y aller, mais c'est magnifique. C'est incroyable. Et tu as encore changé de genre avec ton dernier roman. Donc voilà, tu t'es lancé dans de la science-fiction cette fois. Avec un genre donc totalement différent dans l'espace. Donc c'est Les Oubliés de Lama. Qui vient de sortir là, juste cette semaine, je crois, début de semaine. Oui. Et comment tu t'es lancé là-dedans? C'était quoi le projet en fait derrière ça? Alors, c'est compliqué. Maintenant que je l'ai écrit et que je l'ai sorti, je me rends compte que j'ai réalisé là il y a quelques semaines que pendant super longtemps, je m'étais un peu interdite d'écrire de la vraie SF, de la hard SF, parce que j'avais beaucoup intégré que c'était les hommes qui écrivaient de la hard SF et pas les femmes. Mais depuis quelques années, j'en lis beaucoup de la SF écrite par des femmes, et je pense que ça a fait ce dans ma tête de me dire, mais en fait, en plus moi c'est ce que je lis le plus, la science-fiction, donc il était sûr qu'au bout d'un moment j'allais y venir, quoi.
Mais j'y serais peut-être venu plus tard. Peut-être que j'aurais fait comme pour le reste, j'aurais écrit des nouvelles avant. Et après, j'aurais pu venir en roman, tu vois. Et en fait, il y a quelques années, j'avais écrit une nouvelle, parce que j'avais fait un rêve. J'avais écrit une nouvelle qui était nulle en plus. Hein. Et comme le disait justement mon bêta-lecteur, il m'avait dit, mais en fait, ça marche pas du tout parce que c'est une idée de roman et pas du tout une idée de nouvelle, ton histoire, quoi. Du coup, le format ne fonctionne pas, quoi. Et je savais pas trop quoi faire de cette nouvelle, de ce roman, de ce nouvel roman, quoi, parce que Teneo ne publiait pas de roman adulte à l'époque. Et du coup, il m'avait refusé le manuscrit. Enfin, en tout cas, le synopsis, ça marchait pas, quoi. Et alors, en fait, je trouve que j'avais commencé à écrire d'autres trucs. Et en 2020, il m'est arrivé un truc absolument incroyable et très triste, c'est-à-dire que je me suis fait voler mon ordinateur et mon sac le 1er janvier à Bruxelles. Aïe. Avec tous mes romans dedans, sans aucune sauvegarde, bien sûr. Aïe. Donc, crise de larmes, panique, remise en cause de toute ma vie, je n'écrirai plus jamais, fini, arrête-moi. Après arrive le confinement. Et au même moment, Stéphanie Nigo m'appelle et me dit Floriane, avec Trineo, on veut monter une collection de SF adultes, on va faire du space opéra, et on a pensé à toi, est-ce que tu voudrais faire un roman pour cette collection-là? Là, je me suis dit, mais attends. Mais jamais, moi, un roman, en fait, là, un synopsis nul, que personne ne veut, là. Et du coup, je me suis dit que c'était un signe du destin, quoi. Et du coup, je lui ai envoyé ce synopsis-là. Mais je suis même pas sûre qu'elle l'a lu à l'époque. Elle m'a dit, qu'est-ce que tu veux? Et Steno, il était pas hyper chaud, je crois, parce que quand ils ont lu le synopsis, ils m'ont dit, mais ça se finit pas très bien, ton histoire. Et je lui ai fait, non. Et ils m'ont dit, est-ce que ça peut changer, ça? Je fais, non. Et voilà. Et ils m'ont laissé faire ce que je voulais, et c'était hyper cool. Et du coup, j'ai écrit ça l'année dernière. J'ai commencé après le premier déconfinement, en juin, je crois, juin-juillet. Et du coup, les planètes se sont désalignées avant de se réaligner très promptement pour me dire, c'était pas les autres projets que tu devais écrire, c'était celui-là qui attendait depuis 1 an d'être écrit. Et du coup, par contre, j'ai mis tout ce que j'aimais dans la science-fiction, quoi. Il y en aura peut-être qu'un, allons-y, quoi. Mettons. Donc t'as pas retrouvé ton ordi, mais t'as tout fait de mémoire et voilà, t'es reparti, ouais. En fait, j'avais pas écrit ce roman-là. J'avais 2 autres romans de SF que j'avais commencé à écrire, sur lesquels je galérais d'ailleurs plus que de choses. Et j'avais pas de sauvegarde, donc j'ai tout perdu. Mais c'était l'enfer. Et j'avais ce synopsis qui était, j'avais le synopsis et une nouvelle de 30 pages, inachevée plus ou moins, en tout cas, pas utilisable dans l'état, quoi. Donc j'ai gardé les noms des personnages et une partie de la fin en fait correspond à la fin du roman. Enfin l'idée de la fin, l'idée de ce qui se passe sur le vaisseau était déjà dans la nouvelle, quoi. Et après j'ai refait un synopsis complet, j'ai tout redétaillé encore plus parce que c'était un synopsis de peut-être 2 ou 3 pages, quoi. Donc j'ai refait un très grand synopsis et tout, et après j'ai commencé à écrire. Ok. Donc l'histoire, Lama, c'est une sorte de bidonville flottant dans l'espace, c'est ça le principe? Ouais, en fait c'est une espèce de décharge prison qui est la somme, la concaténation de tous ces vaisseaux qui ont tenté de passer Jupiter, qui ont fait malaxer et recracher, mais qui sont bloqués en fait entre les vents solaires et l'attraction de la planète, et du coup qui orbitent comme ça. Et c'est un peu la zone de non-droit du système solaire qui n'est réclamé par aucune planète, donc qui n'est sous la juridiction d'aucune loi, mais d'où, une fois qu'on y va, on peut pas trop ressortir, quoi. Ok. Et c'est pas, pour le coup, c'est une prison, mais c'est pas vraiment la justice qui t'a mis là. Tu t'es perdu là. Ouais, non, en fait, c'est plus un bagne, tu vois. Il y a un bagne qui a été mis là parce qu'ils savent qu'une fois qu'on y arrive, c'est très difficile d'en repartir. Mais après, il y a toute une faune qui vient se faire oublier du reste du système solaire dans cet endroit-là parce que personne ne vient les chercher, mais qui découvrent en arrivant qu'en fait, oui, on va les oublier, mais de manière définitive, parce que personne ne reviendra les chercher ici, mais personne ne les fera sortir non plus, quoi. Ok. Ce que tu évoques sur les prisons, ça me rappelle une magnifique conférence que j'ai vue aux Imaginales de Hugo Bellagamba. Je sais pas si tu as... Il t'a déjà pitché ce qu'il explique là-dessus, mais il a fait une magnifique conférence sur... il est historien du droit, donc il connaît très bien le sujet, et il a fait une conférence sur les univers carcéraux, les planètes prison, etc., et quelle signification ça a pour le droit, comparant la science-fiction et
la justice aujourd'hui, c'est passionnant et voilà. Et donc, je pense que si t'as l'occasion de le croiser, d'échanger avec lui, ça peut t'intéresser. Ah bah, j'adorais. Mais en plus, je trouve que c'est un sujet qui est passionnant, mais au final, c'est des sujets que j'ai déjà traités dans d'autres livres. Hein. Dans Rouille, il y a la décharge, il y a la ferraille, mais en fait, c'est un peu ça aussi. Hein. C'est une espèce de décharge prison dans lesquelles des gamins vivent parce qu'ils ont aucun autre endroit où y aller. Enfin, je trouve que c'est très intéressant ces univers qui, en apparence, n'ont pas de règles, mais qui en fait sont très réglés en fait. Il y a justement beaucoup de règles pour un endroit où il ne devrait pas y avoir de règles. Oui. Et c'est des règles beaucoup plus primales, c'est beaucoup plus la loi du plus fort. Ça fait ressortir des choses de l'être humain qui sont très intéressantes, je trouve. Oui, la société a un peu disparu donc dans ces endroits-là, donc voilà, ça laisse. Il recrée une société et c'est souvent. Enfin, alors après, il faudrait voir. Hein, peut-être qu'il faudrait parler avec Hugo, il doit me savoir que moi, mais j'ai l'impression que c'est pas. Enfin, on a ce besoin de recréer une société avec des règles, quoi qu'il arrive, mais pas forcément c'est jamais des sociétés basées sur la bienveillance et l'amour d'autrui, tu vois. Ouais, bah jamais. C'était un peu son message, parce qu'en fait, il dit les écrivains de science-fiction, etc., sont pas très optimistes sur le rôle de ces prisons, de ces endroits un peu rebuts et décalés. Alors, Loïc Henry j'ai fait une conférence avec lui aux Imaginaires, il l'a vu, et franchement, je vais lui reprendre sa formule à chaque fois parce que je pense qu'il avait vraiment très raison. En tout cas, j'étais beaucoup d'accord avec ce qu'il a dit. Il a dit, je pense qu'il y a beaucoup d'espoir pour l'individu de faire les choses bien, mais pas pour le groupe. Et je pense que c'est ça qu'on retrouve dans la prison. C'est en fait, et c'est un peu ça aussi, qu'on retrouve dans Rouille avec Léon, par exemple. C'est qu'individuellement, c'est pas forcément une personne méchante, mais l'effet de groupe fait que, en fait, fait tendre l'humain pas vers les bonnes décisions et en tout cas des sociétés qui sont pas égalitaires et bienveillantes, quoi. Et du coup, je pense que nous, il y en a des gens optimistes. Regarde, il y a Pierre Bordage, par exemple. Oui. Mais je pense que de manière générale, on n'a pas beaucoup d'optimisme, mais parce qu'en fait, il suffit de regarder la télé et les infos pour se rendre compte que l'être humain est quand même un destructeur par nature, quoi. Mais c'est vrai que c'est intéressant sur le rôle des prisons, c'est que pas forcément pour ceux qui y sont, mais pour ceux qui envoient les prisonniers à cet endroit-là, c'est un peu le message, c'est quand tu y es, tu y restes et il n'y a pas de rédemption pour toi, quoi. Donc c'est définitif. Et voilà, c'était Hugo Bellagamba avait un message super altruiste et pour faire réfléchir là-dessus en disant quand même la rédemption et ça fait partie de l'humanité, et donc voilà. Et surtout en plus, regarde, les gens ils adorent ça au cinéma, les Redemption Arc là, de Kylo Ren. On est très content de le voir, on adore ça nous, les méchants qui se repentent, parce que c'est bien, parce que oui, il faut alors après c'est sûr que tu t'appelles Anakin et que tu tues tous les enfants que tu trouves sur ton chemin, t'es en Redemption Arc, il est un peu plus compliqué, tu vois, mais on adore ça. Je pense que c'est plus intéressant de faire revenir quelqu'un sur le droit chemin que de l'en faire partir. On adore ça. Mais après, qu'est-ce que tu fais de quelqu'un qui est réhabilité dans la société alors qu'il a tué des gens? Enfin, tu vois, comment tu gères ça aussi? Donc c'est plus facile de les mettre à l'écart et de leur dire, c'est comme s'ils étaient marqués au fer rouge, et de leur dire, en fait, peu importe pourquoi, comment, tu ne pourras, en gros, maintenant tu es comme ça, tu ne pourras plus jamais devenir autre chose, quoi. Ouais, c'est une facilité, c'est intéressant. Pour la société, ouais. Je sais pas si c'est une facilité parce qu'il y a des gens qui font des choses affreuses, tu vois, mais c'est une question qui est intéressante, tu vois. Ouais. Et donc là, t'as fini ton nouveau projet, donc ton livre va vivre sa vie là auprès des lecteurs. J'imagine que tu es déjà en train d'écrire quelque chose d'autre, en fait. Est-ce que... Non. Je me repose. Ah, ok. Beaucoup, parce que, en fait, j'ai écrit, du coup, alors, pour information purement statistique, Lama fait 1 200 000 signes. Et j'ai écrit et corrigé en 8 mois. Ouais. Je suis épuisée, les enfants. Je n'en peux plus. Mais oui, forcément, on est toujours en train de préparer l'avenir. Là, en même temps, j'ai eu 2 sorties de 2 nouvelles. Donc, il y a une nouvelle dans l'Anse des Imaginales et une nouvelle dans l'anthologie Par-delà l'horizon de ActuSF, qui sont 2 nouvelles de SF aussi. Et en février ou en mars, il y a une nouvelle qui sort chez Critique, qui sera aussi de la SF. Et là, je commence à réfléchir à mes prochains projets, à ce que j'ai envie de faire. J'ai goûté à l'adulte.
Oui. Et à la hard SF, là. Donc, j'ai envie d'y retourner. Je pense que les projets adultes, ce sera de la SF, ouais. Okay. Mais encore dans d'autres genres. Pas forcément du space opéra ou des choses comme ça, quoi. Mais voilà, je commence à y réfléchir. Mais pour une fois, en fait, je suis fatiguée un peu par cette injonction à la production qu'on a. Je sais que ça part tout à fait de bonne intention. Enfin, franchement, c'est adorable quand les gens nous demandent sur quoi on est en train de travailler, alors qu'on n'est même pas publié un roman qui est en train de sortir. Tu vois. Parce que ça veut dire qu'ils aiment ce qu'on fait et c'est super. Hein. Et les éditeurs aussi, quand ils nous sollicitent, c'est parce qu'ils veulent qu'on fasse des beaux livres, c'est super. Mais je trouve quand même qu'il y a une espèce d'injonction un peu permanente et sous-jacente à ce qu'on produise, comme si on devait écrire un livre par an. Mais en fait, déjà c'est fatigant, je trouve. Et suivant les romans, il y a des romans qui demandent énormément d'énergie et en fait il faut qu'on vive aussi. Et puis moi j'ai un boulot à côté, donc je peux pas écrire à plein temps, quoi. Ouais. Et du coup j'ai décidé de pas trop de plus me laisser un peu emporter par ça comme j'ai pu le faire quand j'étais plus jeune, où je pensais que si en fait on te fait un peu comprendre, mais ça est en train de changer, hein, mais j'avais un peu l'impression qu'on me disait mais si tu publies pas on va t'oublier. Et il faut, tu vois, oui, il a bien marché, il faut confirmer l'essai, il faut sortir un autre livre, puis encore un autre livre, puis encore un autre livre et tout. Et en fin de compte, ça devient une espèce de pression que je me suis mise toute seule probablement, mais qui m'avait un peu bloquée à une époque, et maintenant j'ai plus envie de me laisser bloquer comme ça. Donc je dis que je vis, parce que je pense que c'est en vivant qu'on écrit des romans, tu vois. C'est ce que je disais au début. Si on n'a pas vécu, on n'a rien à dire. Et il faut expérimenter, il faut rencontrer des gens, il faut se tromper, il faut essayer des choses, il faut qu'on ait la liberté et le temps de pouvoir faire ça. Sinon, en fait, on produit toujours le même livre et ça n'a pas d'intérêt. Ouais, il faut recharger son réservoir émotionnel pour pouvoir créer des choses. Cette année, je trouve que c'est particulièrement difficile parce qu'on reprend les salons après plus d'un an et demi sans rien. Et je pense qu'on est tous, on est hyper heureux. Franchement, je crois que j'ai vu que des sourires pendant 4 jours, tu vois. Ouais. Je crois qu'on est tous mais brisé. On a perdu notre entraînement, tu sais, de travailler la semaine, être en salon le week-end et recommencer et tout ça et là, je trouve que c'est particulièrement difficile dans cette impression d'être toujours dans l'urgence de dire ça y est, maintenant ça reprend, il faut aller à tel salon, mais en fait, si tu te poses pas pour recharger tes batteries, tu peux rien produire derrière et c'est difficile. Donc il faut qu'on retrouve notre juste milieu entre l'émulation des festivals et le silence nécessaire, je pense, pour écrire des choses, quoi. C'est intéressant parce que tu rementionnais que t'as un boulot. Comment t'écris, comment tu t'organises? T'écris la nuit, t'écris le week-end, en vacances? Alors moi, je dors la nuit. Je dors la journée, je dors tout. Fatiguée. Moi aussi. Je suis fatiguée, voilà. Si vous me demandez comment je suis fatiguée tout le temps. Moi, je suis du matin. Donc souvent, je me lève tôt. J'arrive plus tôt au travail pour écrire. J'écris le matin. Et parfois un peu sur les pauses de midi. Je trouve que de devoir écrire dans un environnement de travail, ça nous permet d'apprendre très vite à switcher en mode d'écriture ou pas. Ouais. Et à vraiment faire le maximum du peu de temps qu'on a. Tu vois, si j'ai 30 minutes entre deux réunions et que j'ai pas le temps de lancer un truc, je me dis ok, c'est bon, vas-y, j'écris et hop, je bascule en mode écriture et j'ai 20 minutes et j'écris pendant 20 minutes et après je repasse à autre chose, quoi. Ouais, le soir, c'est cool d'arriver à ça, ouais. Mais ça, tu vois, je pense que c'est aussi dû au fait que moi j'ai commencé à écrire pendant ma thèse. En fait, je ne sais pas écrire quand j'ai pas du travail à côté. Et il y a quelques années, dans mon ancien travail, j'ai fait un bore-out où j'avais pas de boulot. Et j'avais l'impression que, même moi, tout le monde pensait que parce que j'allais pas avoir de travail, j'allais utiliser ce temps-là pour écrire. Et en fait, j'étais incapable d'écrire une ligne parce que mon cerveau tournait pas. En fait, j'avais eu l'habitude de faire mouliner mes idées pendant que je bossais et le chemin se faisait tout seul. Et là, il fallait que consciemment, je fasse l'effort de réfléchir à des choses qui normalement se faisaient toutes seules. Et j'étais incapable d'écrire. J'avais pas écrit pendant 1 an parce que je pouvais pas. Impossible d'écrire. Et j'écris le week-end. Normalement, j'écris le week-end aussi quand je suis en période d'écriture, mais j'écris dans des cafés parce que j'aime bien avoir du bruit autour de moi. J'ai besoin que les gens vivent, fassent des choses. Je trouve ça me repose les yeux, ça me fait comme du bruit blanc, puis je les regarde faire et puis j'écris. Oui, moi aussi, j'aime bien me mettre au café le matin quand j'écris au boulot. Là, je me prends 1 heure, je descends au café en bas. Maintenant, il sait ce que je prends, il me sert mon café allongé. Ah, trop bien. Donc c'est cool, ouais. Et j'aime bien le bruit du café parce que du coup, ça t'as une forme d'hypnose un peu.
Voilà, donc. Non, mais absolument. Ce bruit blanc, tu sais, qui est ni trop fort, ni trop pas fort, quoi. Et juste, ça floute les conversations. Donc, tu sais que les gens parlent, mais tu sais pas ce qu'ils disent. Oui. Mais juste, t'es là dans une espèce de petit cocon de bruit doux, là. Et ouais, moi, j'adore ça aussi. Ça, trop bien. C'est cool. Et t'as bien fait de parler. J'ai failli oublier de parler effectivement du recueil là dans lequel tu vas être publié là, qui sort maintenant, je crois, aujourd'hui, demain, quelque chose comme ça, par Anthologie Par-delà l'horizon, dans lequel t'as une nouvelle de science-fiction, mais avec un nombre d'auteurs impressionnant. Ah, mais alors moi, j'ai découvert le sommaire de ce truc-là. Quand on corrigeait le bon à tirer, donc c'était pendant les vacances en plus, donc c'était genre il y a 3 semaines. Et du coup, j'ai reçu le bon à tirer avec toutes les nouvelles. Et j'ai vu les noms, j'étais là genre, oh, mon Dieu, c'est incroyable. J'étais pas au courant, je savais pas qu'il y avait dedans, on m'avait pas dit. Et j'étais là genre, oh là là, trop bien, y a que des gens cool. Franchement, ça va. J'ai pas encore commencé à lire parce que je suis en train de finir celle des Imaginales là. Mais il y a un sacré programme. Ouais, ça va dans être... les deux d'ailleurs. Ouais, il y a Pierre Bordage, il y a Cathy Stewart que j'ai croisé, il y a Louvain, il y a Léo Henry, oui, qui a été primé aux Imaginales. Voilà, il y a plein de monde. Jean-Laurent Del Socorro qu'on a croisé là-bas aussi, Silène Edgar. Ouais, ça va être très cool. Donc ouais, j'attends ça aussi. C'est une sacrée ento, franchement. Très grande fierté d'avoir été sollicité par Actu pour cette nouvelle. Ça faisait super longtemps que j'avais envie de bosser avec eux et franchement, j'aurais pas pu mieux. Bon ouais, écoute, c'est très cool. Ben je vais te remercier de ta participation. J'ai été ravi de te croiser aux Imaginales. Je suis ravi de papoter avec toi aujourd'hui, et ça me fait super plaisir en fait ce que tu disais là sur le fait que en tant que femme tu t'étais pas autorisée à écrire de la hard SF. Tu as mis le pied dedans et ça me fait super plaisir avec tes nouvelles en plus. Donc voilà, que tu puisses continuer dans ce domaine-là parce que ça te fait plaisir et tu rayonnes là-dedans. Donc c'est très cool. Mais je me suis vraiment éclatée à écrire les 2 nouvelles là en plus. Je trouve les 2 sont vraiment chouettes. Enfin, je les aime beaucoup, mais j'ai particulièrement de l'affection pour celle qui est dans l'anthologie des Imaginales parce qu'elle parle de maternité. Et je trouve que c'est un sujet autour duquel on voit beaucoup. On n'en parle pas trop. Et c'était une période, c'était l'année dernière où j'avais vraiment besoin d'extérioriser plein de choses sur ce sujet-là. Et j'espère qu'elle sera bien accueillie, tu vois. Mais je suis contente, vraiment, je suis contente d'avoir sorti cette nouvelle-là qui est pas facile, mais voilà, j'espère que j'aurai l'occasion d'en parler avec des gens parce que voilà, c'est vraiment un sujet qu'on évite un peu, alors que il y a quand même pas mal de choses à dire et j'ai trouvé que c'est du coup vachement plus facile d'en parler en faisant de la SF qu'en faisant du contemporain ou de la fantasy, tu vois. Vraiment beaucoup, quoi. Ouais, la SF permet de se décaler beaucoup. Tu parles du présent, mais bon, c'est pas vraiment le même présent, donc ça va. Ouais, c'est moins choquant, hein, tu vois. C'était moins choquant. T'as moins l'impression qu'on te met ton nez dans ta merde un peu là. Mais je l'ai pas encore lu, donc je vais la lire et puis si tu veux, je te ferai un retour. Avec plaisir. Écoute, merci encore, ravi d'avoir pu échanger avec toi et puis à bientôt. Quand on aura de l'actualité, on pourra éventuellement refaire un petit podcast. Avec plaisir, merci à toi de m'avoir invité et accueilli dans ton podcast, c'est trop cool. Merci beaucoup, à très bientôt, ciao. Je t'en prie, au revoir.